Son téléphone vibra 3 fois avant que je ne m'en aperçoive. Il était posé sur la commode, oublié, comme s'il avait été laissé là exprès. L'écran afficha un nom que je n'avais jamais vu auparavant, accompagné d'un cœur. C'est à cet instant que quelque chose en moi se brisa silencieusement. La maison semblait la même que chaque matin, l'odeur du café, le son lointain des nouvelles, la lumière filtrant à travers les rideaux, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Comme si le temps s'était arrêté pour me dire que plus rien ne serait comme avant. C'était un lundi ordinaire, et je me sentais légère, voire fière de nous deux. Nous avions fêté nos 30 ans de mariage, et je croyais que, malgré les défauts et la routine, l'amour subsistait. Je croyais que la confiance, bâtie entre des enfants élevés, des factures payées et des rêves partagés, était trop solide pour être brisée. Mais la vérité, c'est que la trahison ne commence ni par un baiser, ni par une confession. Elle commence par le silence. Avec le sentiment subtil que quelque chose a changé, et le courage de refuser de le voir. Je l'ai vu partir précipitamment, en retard au travail, et je l'ai entendu dire « je t'aime », sans même me regarder dans les yeux. Des mots automatiques, creux, répétés tant de fois qu'ils avaient perdu leur poids. Et pourtant, il me semblait étrange ce matin-là. Peut-être parce que, sans le savoir, il disait adieu à une partie de moi qui ne reviendrait jamais. Pendant quelques secondes, je suis resté devant mon téléphone, à regarder la lumière de l'écran vaciller. Comme un phare dans une mer que je ne reconnaissais plus. Je pouvais l'ignorer. Faire semblant de ne pas le voir. Faire semblant d'y croire. Faire semblant d'y croire encore. Mais il y a un instant, petit et irréversible, où la vérité nous choisit. Et une fois qu'elle a choisi, il n'y a plus de retour en arrière. J'ai pris l'appareil. Mes mains tremblaient, mais mon visage était serein. Le mot de passe était le même que d'habitude, la date de notre mariage. Une ironie cruelle. Le contact de l'écran sous mes doigts était froid, lointain, comme si cet objet inoffensif avait le pouvoir de changer ma vie. Et je le savais. En la déverrouillant, le bruit de l'horloge murale devint insupportable. Chaque tic-tac était un coup dur. Chaque seconde, un souvenir. Le jour de notre rencontre. Notre premier appartement. La naissance de notre fils. Les rires des voyages en voiture, les dimanches tranquilles, les promesses qui semblaient éternelles. Tout était là, coincé entre le passé dont je me souvenais et le présent que j'allais découvrir. Pourquoi les gens mentent-ils à ceux qui croient le plus en eux? Pourquoi est-il si facile de détruire ce qui a pris toute une vie à construire? Le téléphone clignota de nouveau, comme pour se moquer de mon hésitation. Et à cet instant, je compris que l'amour avait un parfum. Le mien, à cet instant, sentait le fer et le café froid. Un mélange de colère et de lucidité, le signe avant-coureur d'un tournant que je ne comprenais pas encore. Le message était là, sur l'écran, m'invitant à franchir la ligne entre la naïveté et l'abîme. Ce n'était pas qu'un simple texto. C'était une preuve. Une confession. Un miroir. Parce que parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas de découvrir qu'on a été trahi, mais de réaliser que, pendant si longtemps, on a contribué à entretenir le mensonge. Le bruit du vent qui soufflait par la fenêtre me ramena à la réalité. Je pouvais encore laisser mon téléphone là, comme si de rien n'était. Mais quelque chose en moi s'était déjà réveillé. Un instinct ancestral, étouffé par des années de patience et de compréhension. C'était ce même instinct qui permet à une femme de reconnaître le danger avant même de le voir. Et puis, le cœur battant lentement, j'ai pris une grande inspiration et touché l'écran. Ce que j'ai découvert ensuite, me hante encore. Car certaines vérités ne font pas que blesser, elles nous transforment. Et c'est à ce moment précis que j'ai commencé à comprendre que l'amour, lorsqu'il cesse d'être un foyer, devient une prison. Je ne m'attendais pas à trouver autre chose que de petites distractions. Des messages professionnels, des notifications banales, des souvenirs sans importance. Mais ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. C'étaient de vieilles conversations, soigneusement conservées, pleines de phrases courtes, chargées d'une intimité que je ne reconnaissais plus. Des mots simples, mais avec un ton que seuls les amoureux comprennent. Et ce n'était pas à moi qu'ils répondaient avec autant d'éclat. Je lisais chaque ligne et j'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds, comme si l'air autour de moi était devenu trop dense pour respirer. Les photos sont arrivées plus tard, subtiles, banales pour un œil non averti. Un café, une voiture garée, 2 mains jointes. Mais je connaissais cette montre, ce manteau, ce sourire narquois. Je savais tout cela pour l'avoir déjà vécu, lorsqu'il était avec moi. Et c'était le plus cruel, réaliser qu'il n'avait rien créé de nouveau, qu'il avait juste répété le même scénario, changeant le protagoniste de l'histoire.
J'éprouvais un mélange de colère et de calme. Un calme si profond qu'il en était effrayant. Ce n'était pas le genre de fureur qui explose. C'était le silence avant la tempête. Le silence qui s'installe lorsque la douleur dépasse le seuil des larmes et se transforme en lucidité. Je me suis approché de la fenêtre, j'ai observé le jour dehors et j'ai constaté que le monde continuait son cours normal, indifférent à mon effondrement. Les gens passaient dans la rue, les oiseaux chantaient, le soleil tapait sur les feuilles avec la même douceur que d'habitude. Et j'étais là, debout, avec toute ma vie s'écroulant dans une pièce trop lumineuse pour tant de vide. C'est curieux comme la trahison a une odeur, une texture, un son. L'odeur était celle du parfum bon marché que j'avais déjà senti sur ses chemises. La texture était froide, métallique, comme le corps d'un téléphone portable dans mes mains. Le son était ma propre respiration qui s'efforçait de rester régulière à chaque mot. Car la trahison ne se produit pas seulement à l'extérieur. Elle s'installe en nous, dans l'espace entre ce que nous croyons être et ce que nous découvrons être. Il y avait quelque chose de symbolique dans le fait d'oublier mon téléphone portable. Comme si le destin avait laissé une porte ouverte, m'invitant à traverser. Mais traverser à un prix. D'un côté, une ignorance confortable, de l'autre, la vérité qui ne permet jamais de revenir. Et je savais, au fond de moi, que ma traversée ne faisait que commencer. Mes mains tremblaient encore tandis que je remettais l'appareil à sa place. Comme si de rien n'était. La maison était silencieuse, mais j'entendais tout, le craquement du plancher, le tic-tac de l'horloge, le bourdonnement du réfrigérateur. Des sons ordinaires qui, sur le moment, ressemblaient à des cris. Chaque bruit me rappelait que j'étais toujours là, vivant, conscient, aux prises avec quelque chose qui pouvait détruire n'importe qui. Mais pas moi. Tandis qu'il vaquait à ses occupations, ignorant que son secret avait été découvert, quelque chose en moi s'est reconfiguré. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était de la lucidité. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais minimisé ses absences, excusé ses sautes d'humeur, cru que l'amour justifiait tout. Et c'était peut-être là le plus douloureux, réaliser à quel point j'avais moi-même contribué à cette mascarade, persuadé que maintenir la paix équivalait à préserver l'amour. Une paix qui, je le voyais maintenant, n'avait jamais vraiment existé. Ce n'était que le masque de ceux qui refusent d'affronter la vérité. Assise sur le canapé, la tête toujours en émoi, une question m'est venue à l'esprit. Combien de femmes ont vécu ce même moment, l'instant précis où l'amour se transforme en méfiance, où le regard autrefois chaleureux se glace? C'est peut-être pour cela que tant de personnes choisissent de rester ici, après chaque révélation, parce qu'elles se reconnaissent dans cette ligne ténue entre amour et perte, entre abandon et éveil. L'horloge continuait de tourner comme pour se moquer de moi, me rappelant que le temps ne s'arrête pas pour ceux qui sont trahis. Et je savais qu'à son retour, tout semblerait pareil. La même étreinte, le même sourire maîtrisé, la même routine. Mais je ne serais plus la même femme qui l'attendait. J'ai laissé mon téléphone sur la table et me suis dirigé vers le miroir. Le reflet me regardait avec un regard différent. Ce n'était pas seulement de la douleur que j'y voyais. C'était la graine de quelque chose de nouveau, encore silencieux, encore petit, mais en pleine croissance, la certitude que ce qui allait arriver serait plus grand que le coup que je venais de recevoir. La maison semblait respirer avec moi. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que le silence, celui-là même qui m'avait étouffé auparavant, allait désormais devenir mon arme. Je ne savais pas encore comment, ni quand. Mais je savais que cette histoire, mon histoire, était loin d'être terminée. Cet après-midi-là, à son retour du travail, le bruit de la clé qui tournait dans la serrure me parut plus fort que jamais. Mon cœur s'emballa, non pas par amour, mais par un mélange d'impatience et de révulsion. Je le vis entrer, souriant, prononçant les mêmes mots que d'habitude, le même ton de quelqu'un qui croit tout maîtriser. Il ignorait que chacun de ses gestes, chaque respiration qu'il prenait devant moi était désormais observée par un regard omniscient. Pour la première fois, je voyais sans illusion. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre, projetant de longues ombres sur le sol. Le contraste entre la lumière et l'ombre semblait traduire exactement ce que je ressentais. Il parlait de circulation, de travail, de tout et de rien, et je l'écoutais en silence. Intérieurement, j'avais l'impression d'être prise entre deux mondes, celui de la femme feignant encore la normalité et celui de celle qui planifiait déjà sa prochaine action. À table, le cliquetis des couverts devint assourdissant. Chacun de ces mouvements était étudié, chaque regard évité, chaque sourire qui tentait de masquer la distance. J'ai remarqué des détails qui m'avaient échappé jusque-là. Sa façon de détourner le regard lorsque je le fixais plus de 3 secondes, sa façon machinale de me demander comment s'était passée ma journée. De minuscules fissures dans un mur qui semblait solide.
La nourriture, autrefois pleine de saveurs, semblait maintenant grise. Mâcher était un geste automatique, comme si mon corps refusait de participer à une scène que mon cœur avait déjà abandonnée. Le silence entre nous était si épais que j'entendais le tic-tac de l'horloge se mêler au bruit de ma respiration. Distrait, il regardait son téléphone portable, ignorant que ce même objet, oublié le matin, était désormais une bombe somnifère entre nous. Pendant un instant, je me suis demandé ce qui se passerait si je disais tout, sur le champ. Si je lui montrais les messages, les photos, les secrets qu'il pensait avoir si précieusement gardés. Mais j'ai compris que le moment n'était pas encore venu. La vengeance, lorsqu'elle naît d'une impulsion, n'est qu'une blessure de plus. Lorsqu'elle naît du silence, c'est une transformation. Après le dîner, il s'est levé et m'a dit qu'il avait besoin de repos. Je suis resté là, à regarder son dos disparaître dans le couloir. Cette image m'est restée en tête, comme une scène récurrente d'un film que je ne veux plus voir. Les lumières de la maison semblaient plus froides, et la solitude, plus intense. Je suis allé dans la chambre, j'ai touché l'oreiller qu'il utilisait et j'ai senti une odeur étrange, familière et pourtant étrangère. Une odeur douce et envahissante qui m'a rappelé les messages. Tout cela était trop logique pour être une coïncidence. J'étais allongé dans mon lit, mais le sommeil ne venait pas. Je fixais le plafond, observant le clair de lune percer les rideaux. La pièce entière ressemblait à une scène de théâtre, et j'étais le personnage principal d'une pièce dont personne ne connaissait l'intrigue. L'ironie était que, même sans dire un mot, je détenais déjà le pouvoir. Lui, simplement, ne le savait pas encore. Pendant des heures, j'ai pensé à tout ce que nous avions construit, ou à ce que je croyais avoir construit. J'ai repensé à tous les efforts, à tous les sacrifices, à toutes les fois où j'avais défendu son nom quand on laissait entendre qu'il ne me méritait pas. Et j'ai réalisé une chose douloureuse. Peut-être avait-il toujours eu raison. Cette prise de conscience ne m'a pas brisé. Au contraire, elle m'a renforcé. C'était comme si la douleur avait brûlé mes dernières illusions et révélé une nouvelle couche résistante, faite de tout ce qui restait de l'amour. La femme que je voyais dans le miroir était désormais différente. Plus forte. Plus lucide. À côté de lui, le sommeil semblait trop léger. Comment pouvait-on dormir aussi paisiblement sur un lit de mensonges? Sa respiration rythmée était presque une provocation. Chaque soupir me rappelait à quel point il sous-estimait ce qui reposait en moi. Je savais qu'il me voyait comme prévisible, patiente, docile. J'ignorais que le silence qui l'entourait était en fait le bruit de la corde qui se resserrait autour de son propre déguisement. L'aube s'avançait lentement, et la lune glissait dans le ciel telle une horloge silencieuse. À chaque minute qui passait, je me sentais plus éveillé, plus conscient. C'était une sensation paradoxale. Une profonde lassitude mêlée à une énergie grandissante qui imposait le mouvement. Non pas la destruction, mais la vérité. Quand l'horloge a sonné 3 heures du matin, je me suis levé. J'ai parcouru la maison en silence, observant tout avec le regard de quelqu'un qui dit au revoir. Chaque détail semblait porteur d'un souvenir. Le cadre photo dans l'entrée, le tapis dans le salon, la lampe sur la table. Tout témoignait d'une histoire sur le point de changer de direction. Et pourtant, ce que je ressentais n'était pas de la peur. C'était une sérénité dangereuse, le calme qui précède une révolution. Car je savais qu'à partir de cet instant, chacun de mes gestes cesserait d'être une réaction pour devenir un choix. Et les choix d'une femme trahie lorsqu'ils sont faits en silence sont les plus imprévisibles. Le lendemain matin, un silence s'éleva, comme s'il avait une voix. Le soleil filtrait à travers la fenêtre, mais la lumière, au lieu de réchauffer, semblait révéler tout ce qui n'allait pas. Il dormait encore, allongé à côté de moi, inconscient du trouble qui m'habitait. Je l'observais quelques minutes. Son visage calme, sa respiration légère, le même homme que j'avais juré d'aimer pendant tant d'années. Et pour la première fois, je réalisais que ce visage n'éveillait rien en moi. Ni colère, ni amour, ni pitié. Seulement la distance. Je me suis levé lentement, le sol froid sous mes pieds, et je suis allé à la cuisine. J'ai préparé du café, comme chaque jour, avec la même attention. Le bruit du filtre, l'arôme qui emplissait l'air, tout suivait le rituel habituel. Mais il y avait quelque chose de différent en moi. Je n'étais plus la femme qui versait du café par habitude, mais celle qui choisissait désormais chaque geste avec détermination. Tandis que le liquide sombre remplissait la cafetière, j'avais l'impression de contempler la vie elle-même brûlante, intense, mais qui, si on la laissait sur le feu, déborderait et brûlerait. Il est apparu peu après, les cheveux encore en bataille, me demandant pourquoi je m'étais levé si tôt. J'ai souri. Ce même sourire que j'avais tous les jours,
celui qu'il avait appris à interpréter comme de la tranquillité. J'ai répondu naturellement, dissimulant mon regard qui voyait déjà au-delà de la surface. Il s'est assis, a bu un café et a parlé de travail, de rendez-vous, de projets. Je me suis contenté d'écouter, enregistrant chaque mot comme quelqu'un qui étudie l'ennemi avant la bataille. Intérieurement, je revivais chaque détail de la nuit précédente, les messages, les images, l'odeur, la certitude. Tout était là, présent, palpitant sous ma peau. Et pourtant, je restais calme. Car il existe une force qui n'apparaît que lorsque la douleur mûrit. Et c'est peut-être pour cela que ceux qui la subissent ne sont plus jamais les mêmes. Alors qu'il partait, j'ai réalisé que l'amour produit un son particulier lorsqu'il se brise. Ce n'est pas un fracas, c'est un craquement discret, presque imperceptible, que seuls ceux qui le portent au fond de leur cœur peuvent entendre. Et je l'ai entendu. À cet instant, j'ai su qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le lien qui nous avait unis n'était plus qu'une apparence. Le reste de la journée s'écoula au ralenti. Chaque chose que je faisais, ranger la maison, étendre le linge, soigner les plantes, semblait prendre un sens nouveau. Des tâches simples devenaient un refuge, presque un rituel silencieux de résistance. C'est curieux comme le quotidien peut être à la fois un refuge et une prison. Pendant que mes mains étaient occupées, mon esprit construisait des chemins. Je ne savais pas encore quoi faire, mais je savais que je devais agir. Et agir exigeait du calme, pas de l'impulsion. Cet après-midi-là, assis près de la fenêtre, j'observais la rue. Les gens marchaient à grands pas, porteurs de leur vérité, de leurs secrets. Je me demandais combien d'entre eux vivaient des histoires comme la mienne, dissimulées dans des sourires, portées par le silence. C'est à ce moment-là que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce cheminement, laissant un signe silencieux que le message les a touchés. Car, au fond, chacun a connu le goût amer de faire confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Plus tard, tandis que le soleil disparaissait derrière les toits, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas la tristesse qui m'envahissait, mais une sorte de sérénité constante, comme si j'avais traversé une tempête et que j'en étais désormais au cœur. Il y avait du calme, mais aussi un avertissement. Le temps de la souffrance passive était révolu. J'ai ouvert le placard et commencé à fouiller dans de vieux cartons. Des photos, des billets, des souvenirs de voyage, des cadeaux de date qui me semblaient importantes. J'ai touché chacun d'eux comme pour dire au revoir. Il n'y avait plus de douleur, seulement de la reconnaissance. C'était comme si je voyais enfin le tableau dans son ensemble, la femme qui avait cru et l'homme qui avait profité de cette foi. À la fin de la journée, le miroir me renvoya une image que j'avais à peine reconnue. Il y avait dans son regard une fermeté, quelque chose qui était jusque-là latent. Et c'est alors que je compris, lorsqu'une femme s'éveille à la vérité, rien ne peut l'effacer. Ni la peur, ni le temps, ni l'amour perdu. Ce soir-là, lorsqu'il revint et me serra dans ses bras avec le même geste automatique, je restai immobile. Au fond de moi, mon esprit était à des kilomètres de là, préparant déjà la suite. La partie avait commencé, et il ne l'avait même pas encore imaginé. Ce qui allait suivre, je l'ignorais encore. Mais quelque chose en moi me disait que ce serait énorme. Bien plus grand qu'il ne pouvait le supporter. Cette nuit-là, le silence dans la maison avait un poids différent. Ce n'était pas seulement l'absence de son, c'était une présence. Un silence dense, chargé de sens, comme si chaque mur savait ce qui allait se passer. Je me déplaçais lentement, observant tout, les rideaux qui ondulaient légèrement, la lumière froide des meubles, l'écho lointain de l'horloge du salon. C'était étrange comme tout restait pareil, alors qu'en moi, tout avait déjà changé. Il dormait. J'entendais sa respiration régulière, son corps abandonné à la confiance de quelqu'un qui le croyait en sécurité. L'image de lui, étendu là, m'emplissait d'un mélange de calme et d'inquiétude. Je savais que cet homme, reposant paisiblement, était celui-là même qui, quelques heures plus tôt, avait échangé des messages qui avaient brisé des années de complicité. Et pourtant, aucune haine ne m'habitait. Il y avait quelque chose de plus fort, de plus serein. Une lucidité née de la douleur, qui me permettait de voir chaque détail avec une clarté effrayante. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé dehors. La rue était déserte, éclairée seulement par un vieux lampadaire. Le vent soufflait doucement, apportant au loin le son d'un chien qui aboie. Tout semblait suspendu, comme si le temps s'était arrêté pour m'observer. Et c'est à cet instant que j'ai pris conscience du contraste qui dominait ma vie. Dehors, le monde était paisible, à l'intérieur, un vent violent se levait. Je me souvenais des premières années de notre mariage. L'époque où un simple contact de la main suffisait à me rassurer.
L'époque où je croyais que l'amour suffisait à unir deux personnes. Quelle part de naïveté peut bien contenir la foi aveugle d'une femme amoureuse? J'avais bâti un foyer sur des promesses qui se révélaient désormais creuses, fragiles comme du verre sur le point de se briser. La peur de perdre ce qui restait de mon histoire m'a brièvement envahi. Et avec elle, une question récurrente en moi. Que perd-on vraiment lorsque la vérité éclate? Est-ce l'autre qui s'en va, ou est-ce nous qui, finalement, retournons à nous-mêmes? Comme je le pensais, j'entendis le craquement du bois dans la structure de la maison, comme s'il respirait lui-même. Il y avait quelque chose de symbolique dans ce son, comme si l'univers confirmait que tout ce qui est caché doit un jour disparaître. Rien ne reste caché éternellement. Et c'était peut-être mon rôle maintenant, laisser la vérité faire son chemin, même si cela signifiait la fin de tout ce que j'avais connu jusque-là. L'aube arriva avant que j'aie fermé l'œil. Le soleil filtrait à travers l'entrebâillement du rideau et traçait une traînée dorée sur le drap. La lumière, si belle, semblait cruelle. Car elle révélait tout, les traces d'épuisement, les marques de déception, son visage encore endormi, serein, inconscient du poids de son propre mensonge. Je le fixai de longues secondes, et la question silencieuse revint. Qui serait-il alors qu'il savait que je le savais déjà? La réponse n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était ce que je deviendrais. Je me suis levé et je me suis regardé dans le miroir. Il y avait quelque chose de nouveau dans mon regard, une lueur ferme, différente. La femme qui s'y reflétait ne se voyait plus comme une victime. C'était quelqu'un en construction, conscient de son pouvoir, même si elle ne savait pas encore comment l'utiliser. Les rides qui m'avaient autrefois gêné ressemblaient maintenant à des lignes de force, des cicatrices de survie. Je n'étais pas seulement l'épouse trahie. J'étais le témoin silencieux d'une transformation qu'il ne comprendrait jamais. Toute la journée, je l'ai observé de loin, scrutant chaque mouvement, chaque mot. Et j'ai compris que la culpabilité avait un corps propre. Elle pèse sur les épaules, altère le rythme de la parole, trouble le regard. Il semblait sentir que quelque chose avait changé, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Peut-être était-ce mon silence, désormais plus dense, plus âpre. Ou peut-être était-ce simplement le reflet de sa propre conscience qui cherchait à s'échapper. Le contraste entre nous grandissait d'heure en heure. Il feignait la normalité, et je faisais semblant de le croire. Deux acteurs jouant des rôles différents sur la même scène. Mais contrairement à lui, je connaissais déjà la fin de la pièce. Ce soir-là, j'étais assis seul dans le salon. La maison était plongée dans l'obscurité. Les ombres projetées par les lampes créaient des motifs sur les murs, et j'y voyais des fragments de ce qui restait de notre histoire. C'était comme se regarder dans un miroir brisé. Les images étaient toujours là, mais aucune n'était entière. À cet instant, j'ai compris quelque chose de profond. Ce n'est pas la trahison elle-même qui détruit, mais le silence qui s'ensuit. L'absence de vérité est ce qui pourrit ce qui pourrait encore être sauvé. Et je ne participerai pas à cela. Mais avant toute révélation, avant l'inévitable confrontation, il y avait quelque chose que je devais faire, quelque chose que seul le temps et le silence pouvaient m'apprendre à exécuter parfaitement. Le jeu était en place, mais les pièces du puzzle ne savaient pas encore où elles allaient. Et tandis que le temps s'écoulait, je sentais quelque chose d'invisible grandir en moi, une force patiente prête à éclater. Quelque chose me disait que le moment idéal approchait, et qu'une fois arrivé, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. L'après-midi suivant, le monde semblait baigné dans une lumière crue, comme si la lumière frappait ma peau sans la pénétrer. Je sortis acheter du pain, et chaque visage dans la rue semblait porter une question invisible. La caissière sourit poliment, mais son regard glissa sur mes cheveux gris, sur ma peau, comme s'il cherchait une explication au silence qui m'enveloppait. « Vous allez bien, madame ?» demanda-t-elle d'un ton doux qui ne dissimulait pas sa curiosité. J'acquiesçai et rendis lentement la monnaie, sentant le poids de ce mot « madame » comme un rappel que la vie m'a vu me relever bien des fois après de plus grandes chutes. Dehors, l'odeur du pain chaud mêlait espoir et culpabilité, comme si je pouvais respirer un avenir que je n'avais pas encore osé demander. À la maison, le couloir me semblait plus long. Je touchais les murs comme pour confirmer ma propre existence. Le salon, si particulier, était soudain devenu un territoire neutre. Dans un coin, les photos de famille, sourires méticuleusement alignés, vêtements repassés, table dressée, le portrait du mariage exemplaire. Et, derrière tout cela, un espace vide que je pouvais maintenant voir. Il ne s'agissait pas seulement de lui. Il s'agissait de tout ce que j'avais dû avaler pour tenir dans cette photo. La remarque sournoise de ma belle-sœur sur mes « manières fortes », la blague de mon gendre sur mon « génie »,
la voisine qui m'avait prise pour la femme de ménage et avait demandé un petit chiffon dans le couloir. Des petits cailloux dans ma chaussure qui, année après année, avaient endurci ma dignité. J'appelais ça la paix. Ils appelaient ça la normalité. J'ouvris la fenêtre. Le rideau se gonfla comme un poumon. Dehors, une enfant courait après un ballon, et son rire me transperça la poitrine. La vie continue, me disais-je, mais pas de la même façon pour tout le monde. Je me souvenais de la première fois où je suis entré à la banque en lui tenant la main. 2 sourires pour le « docteur », un « bonjour » formel pour moi. L'employé leva à peine la tête lorsqu'il s'occupa de moi seul, des semaines plus tard, comme si j'étais une ombre. L'ombre qui cuisine, qui organise, qui soutient. L'ombre qui, maintenant, porte le feu. Dans la chambre, l'armoire exhalait un parfum qui n'était pas le mien. J'ai senti ma gorge se serrer. Mon corps se souvient, même quand mon esprit essaie de le nier. J'ai ouvert une vieille boîte et j'ai trouvé des lettres d'un autre temps douces, longues, pleines d'un espoir qui aujourd'hui paraîtrait presque enfantin. J'ai touché le papier et j'ai réalisé que l'amour a une texture. Le mien était poreux, vivant, prêt à absorber. Il l'a appris. Et s'en est nourri. La nuit tomba avec une rapidité indécente. La lampe allumée dessina des îlots de lumière sur le sol, et l'ombre de mon corps se déchira au coin de la commode. Je ne pleurais pas. Je ne hurlais pas. Je respirais simplement. C'est curieux comme, lorsque la douleur mûrit, elle se tait sans disparaître. Elle reste là, comme une eau sombre, attendant que nous décidions quoi en faire. Je pouvais l'affronter à ce moment-là, mais je réalisais que ce ne serait qu'une libération. Je voulais une construction. Je voulais que la vérité ait une structure et un public. Je voulais que le masque tombe, pas seulement entre 4 murs. J'ai pris mon téléphone et, sans me presser, j'ai organisé ce dont j'avais besoin. Rien de tapageur. Rien d'héroïque. Juste l'ordre des faits. Date. Nom. Heure. Capture d'écran enregistrée dans un dossier au nom aléatoire, comme quelqu'un entreposant des graines sur la terre ferme. Je savais, comme moi, qu'il ne s'agissait pas seulement de lui prouver quelque chose. Il s'agissait de me prouver que je n'avais rien imaginé, que je n'avais pas exagéré, que je n'étais pas devenu fou. Le gaz allumé n'était pas ma distraction, c'était une flamme. L'horloge du salon tic-tac. Il appela, annonçant qu'il rentrerait plus tard, et rit avec une aisance naturelle. J'ai pris un goûter avec les gars, expliqua-t-il, et j'entendis presque la serviette froissée à l'autre bout du fil. D'accord, répondis-je. Ma voix était claire, sans un tremblement. Au fond de moi, je sentais cette vieille dualité s'installer. Espoir et peur, gain et perte, lumière et ombre. Espoir de partir indemne. Peur qu'une fois le théâtre démantelé, il ne reste plus de scène. Gain de moi-même. Perte de ce qui n'a jamais été mien. Je me suis assise par terre dans le salon, le dos contre le canapé, et j'ai fermé les yeux. Je me suis souvenu que ma mère m'avait appris à respirer malgré la douleur, comme si je ramenais la vie. J'ai obéi. L'air est entré lentement dans mes poumons et est ressorti comme une décision. Je n'allais pas supplier pour une explication. Je n'allais pas tirer sur son pantalon pour en extraire des lambeaux. J'allais lever la tête devant tous ceux qui voulaient que je me taise, famille, voisins, collègues, et dire « j'ai vu ». Et voir change tout. Quand il est entré plus tard, le couloir empestait la douce odeur du parfum d'autrui mêlé à notre savon. Une alchimie vulgaire. Il m'a embrassé légèrement sur la joue et a détourné le regard. Il a parlé de sa fatigue, a ôté ses chaussures et s'est dirigé vers la salle de bain avec le corps de quelqu'un traversant un champ de mine, sans savoir où il mettait les pieds. Je l'ai suivi des yeux, sans me presser. Toute la maison semblait entendre le bruit de ses pas. Le carrelage froid a renvoyé un bref écho, et j'ai su, j'avais atteint le point où le silence n'est plus une omission, mais une stratégie. J'étais allongé dans mon lit, le corps éveillé. La lune divisait la pièce en 2 bandes, la lumière et l'obscurité. D'un côté, la photo de notre premier été ensemble, de l'autre, la projection de ma main tenant le téléphone portable. L'image en disait plus que n'importe quelle phrase. D'un côté, la promesse, de l'autre, la preuve. Entre les deux, moi, la femme qui avait appris à se tenir en équilibre sur le fil de sa voix. Le sommeil, quand il vint, fut superficiel, presque un réveil. Je rêvais d'une pièce pleine de monde, de visages familiers, de rires étouffés, de verres à la main. J'étais au centre, debout, avec le même calme qui m'enveloppait maintenant. Il n'y avait pas de cris. Il y avait de la lumière. Une lumière qui tomba sur moi comme une reconnaissance,
et sur lui comme une révélation. Je me réveillais avec la sensation d'avoir traversé un pont que je n'avais pas encore vu, mais que je savais déjà emprunter. Le lendemain, j'étais prête et en même temps, posée, comme quelqu'un qui porte un verre plein jusqu'au bord de la table sans le renverser. « Ce n'est pas encore l'heure », me répétais-je, sentant ma poitrine s'ouvrir comme une fenêtre. Presque. Le moment précis manque. Celui du plus grand silence. Celui de la plus grande publicité. Celui de la plus grande vérité. Et quand il viendra, je le saurai. Car, avant le bruit de la chute, il y a toujours un souffle qui s'arrête dans l'air. Et j'entends déjà le mien. Le lendemain matin commença dans un calme que seuls connaissent ceux qui sont sur le point d'agir. Le café refroidissait sur la table tandis que je regardais la vapeur se dissiper, lentement et silencieusement, comme les illusions que je nourrissais depuis des années. Il était parti précipitamment, avec le même discours, réunion, rendez-vous, appel téléphonique et le même regard de celui qui croit encore dominer l'échiquier. Moi, en revanche, j'avais cessé d'être une pièce. Maintenant, c'était moi qui faisais bouger les choses. J'ai commencé la journée par des gestes calculés. Chaque mot prononcé, chaque silence observé. Son téléphone était posé sur le buffet lorsque j'ai remarqué que le verrouillage facial n'était pas activé. Le simple contact avec l'écran a déclenché une succession de messages, comme un flot d'aveux déguisés en banalité. Photos, blagues, cœurs. Le théâtre d'une vie parallèle. Mes mains ont tremblé une seconde, non pas de colère, mais de précision. J'ai tout sauvegardé. J'ai organisé. Et, pour la première fois, j'ai compris que le véritable pouvoir naît lorsqu'on cesse de rechercher la justice et qu'on commence à en tirer les conséquences. J'ai passé le reste de la journée au travail, entre feuilles de calcul et sourires solennels. Personne n'imaginait que derrière mon calme se dévoilait une stratégie. Chaque regard que je croisais reflétait une femme ordinaire. Personne ne voyait le volcan qui se cachait derrière mon expression neutre. Le son du clavier, l'odeur du café dans la salle de pause, l'effervescence du bureau, tout servait de bande-son au projet silencieux qui grandissait en moi. Et, entre deux rapports, je me demandais ce que tant d'autres femmes feraient à ma place. C'est peut-être pour cela que tant de femmes choisissent de rester, même blessées, parce qu'il est plus facile de supporter le familier que d'affronter l'abîme du changement. Combien ont connu cette impasse? Combien respirent profondément, comme moi, avant de décider de la suite? L'après-midi, le soleil filtrait à travers les stores, striant le sol de traînées dorées, marquées d'ombre. Cette image resta gravée dans mon esprit. C'était comme si la lumière elle-même m'apprenait le contraste. Pour voir la véritable splendeur des choses, il faut accepter l'obscurité qui les entoure. Et c'est ainsi que j'ai commencé à comprendre que ma douleur était, en fait, un outil. Que la souffrance ne devait pas me réduire, elle pouvait me révéler. Quand je suis rentrée, il était déjà là. En costume, parfumé, avec le même sourire répété de celui qui croit que le charme efface les traces. Il parlait de sa journée, de ses collègues, d'une réunion qui a trop duré. Et tandis qu'il parlait, je l'observais ses gestes rapides, sa voix qui montait d'un demi-ton lorsqu'il mentait, son regard subtilement détourné. C'était presque théâtral. Mais j'avais aussi appris à jouer. Je lui répondais avec une tendresse calculée, comme quelqu'un qui croit encore, et je le laissais s'immerger dans sa propre performance. Il ne s'en rendait pas compte, mais chaque mot qu'il prononçait était une nouvelle ligne du scénario de sa propre chute. Plus tard, pendant qu'il dormait, je m'assis au pied de son lit et observais la pièce faiblement éclairée. Le bruit du ventilateur mêlé à sa respiration créait une étrange mélodie, presque hypnotique. Là, dans cet interlude entre action et attente, je compris que la vraie vengeance ne se résume pas à crier. C'est un processus. C'est de la patience. C'est le regard de quelqu'un qui connaît déjà la fin, mais qui fait semblant d'être encore en plein dedans. Je respirais lentement, rejouant mentalement le plan qui avait déjà pris forme, temps et lieu. Et plus le silence grandissait, plus la tension devenait palpable comme l'instant précédant l'orage, lorsque l'air semble suspendu et que le monde retient son souffle. Au cours des jours suivants, de légers changements ont commencé à se produire. Il me traitait avec plus d'attention, peut-être par culpabilité, peut-être par peur. Son regard scrutait le mien, cherchant à savoir si je savais. Et je l'ai laissé dans le noir, l'endroit le plus inconfortable pour quelqu'un qui se nourrit de manipulation. Pendant ce temps, je continuais à arrondir les angles, préparant le terrain. L'ironie était que plus il essayait de préserver les apparences, plus il contribuait au spectacle qui allait commencer. Mon entourage, amis, famille, collègues a remarqué quelque chose de différent. «
Tu as l'air plus calme, m'ont-ils dit. J'ai souri, sachant que le calme n'est qu'une autre façon de dire « prêt ». Et intérieurement, quelque chose s'est solidifié. La douleur initiale s'était transformée en une force presque sereine, construite avec détermination et précision. Une nuit, debout devant le miroir, j'ai vu le reflet de la femme qu'il croyait connaître et de celle qui, silencieusement, renaissait. C'étaient deux figures distinctes occupant le même espace, mais une seule respirait véritablement. L'autre n'était que le reflet d'un temps révolu. Cette version de moi, celle qui attendait, celle qui faisait confiance, celle qui justifiait se mourait lentement, et je l'ai laissée partir avec gratitude. Car la liberté n'arrive pas quand quelqu'un d'autre nous libère, mais quand on cesse de demander la permission d'exister. Au fond de moi, je savais que l'heure des comptes était proche. Il n'y aurait ni cri, ni scène, ni spectacle gratuit. Juste une suite parfaite de vérités révélées, chacune en son temps, devant les bonnes personnes. Et, peut-être, devant lui-même, au moment précis où son orgueil était le plus fragile. Mais le plus curieux, c'est que, malgré toute cette planification, un sentiment inattendu se faisait jour parallèlement. Une compassion froide, presque scientifique, qui me fit comprendre à quel point sa chute serait une conséquence naturelle. La justice, parfois, n'est que le retour de la vérité à son point d'origine. Et tandis que je regardais l'horloge tourner, j'ai réalisé que la vie est aussi une scène qui exige des répétitions. Certains rôles doivent être joués jusqu'au bout. D'autres, comme celui de la dignité, naissent de l'improvisation. Et à ce stade, peut-être que ceux qui liront ces lignes comprendront ce que je veux dire. Il y a quelque chose de profondément humain à voir le masque de quelqu'un tomber, non par vengeance, mais par mérite. Car au fond, chacun sait quand le spectacle de la tromperie va prendre fin. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea, invisiblement mais profondément. La routine demeurait, les mots échangés étaient les mêmes, l'odeur du café du matin remplissait toujours la maison. Et pourtant, l'air avait une autre pesanteur, un autre rythme. Il marchait comme s'il essayait de ne pas réveiller un secret. Je l'observais avec la même attention que quelqu'un lisant un livre familier, mais cherchant maintenant le sous-texte, ce qui se cache entre les lignes. Tout en lui semblait plus fort, sa façon de verrouiller la porte, le bruit de la clé tombant sur le comptoir, la sonnerie insistante du téléphone auquel il répondait toujours en tournant le dos. C'était comme regarder un acteur prisonnier de son propre scénario, répétant des répliques qui ont déjà perdu leur sens. Mais le plus curieux, c'est que plus il essayait de se déguiser, plus la vérité se révélait sans effort. Les mensonges sont comme des parfums bon marché, ils trompent d'abord, puis écœurent, et finissent par laisser une trace. Je remarquais chaque contradiction, chaque faux pas. Son regard me cherchait parfois, comme s'il cherchait en moi une trace d'innocence, mais il ne trouvait que le miroir de son propre doute. Et ce reflet, je le savais, le consumait de l'intérieur. J'ai commencé à me déplacer différemment, non par prétention, mais par libération. J'ai commencé à prendre soin de moi d'une nouvelle façon. Les douches prenaient plus de temps, la serviette blanche absorbant une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je m'habillais calmement, choisissant des vêtements qui me rappelaient la femme que j'étais avant tout cela. C'était étrange de réaliser à quel point la simple décision de ne pas réagir était, en soi, un acte de pouvoir. Le silence est devenu mon allié, et le temps, mon complice. Chaque jour devenait une répétition de ce qui allait suivre. À table, la tension était omniprésente. Il parlait de travail, de projets, d'avenir, et je l'écoutais simplement, avec un sourire en coin indéchiffrable. Le jeu n'était plus une question de colère, mais de lucidité. Je le voyais se réduire à néant par la culpabilité. L'homme qui m'avait autrefois fait croire aux promesses s'effondrait désormais sous le poids de sa propre performance. Les nuits étaient longues. L'horloge semblait murmurer le passage des heures, et j'entendais le vent claquer contre les fenêtres comme si le monde entier m'attendait. Parfois, je m'asseyais dans le fauteuil du salon, dans la pénombre de la maison, et je laissais mon esprit vagabonder. Je repensais aux nombreuses fois où j'avais étouffé mon intuition, au moment où j'avais préféré la paix à la confrontation, et je réalisais combien l'amour peut être un labyrinthe où l'on apprend lentement à se perdre. Certaines femmes construisent des murs. Pendant longtemps, j'avais construit des ponts qu'il avait franchis sans se retourner. Maintenant, je les démantelais, pierre par pierre, jusqu'à ce qu'il ne reste que la terre ferme, où je marcherais à nouveau seul. Il y avait des moments où le doute tentait de m'envahir, cette voix qui me demandait si ça en valait la peine, s'il ne serait pas plus facile de faire semblant de ne pas voir. Mais il me suffisait de me souvenir des messages, du rire secret, de l'insouciance arrogante de quelqu'un qui se croit intouchable. Ce n'était pas seulement une trahison.
C'était un manque de respect. C'était sa certitude que je n'oserais jamais sortir du rôle qu'on m'avait assigné. Et c'est précisément cette certitude que j'étais sur le point de briser. Le projet s'est développé naturellement, presque naturellement. Ce n'était pas une vengeance au sens habituel du terme, mais une justice silencieuse, un retour à l'ordre. Je ne voulais ni cris ni larmes publiques. Je voulais simplement que la vérité ait un visage, une voix et des témoins. Je voulais que tous ceux qui le vantaient comme un mari exemplaire et un homme intègre voient ce qui se cachait derrière la façade. Je voulais qu'ils ressentent, ne serait-ce qu'un instant, le poids de la honte que j'avais portée seule pendant des mois. Parfois, quand je le voyais sourire sur son téléphone, j'imaginais le moment où ce même sourire se figerait. L'expression de quelqu'un qui réalise, trop tard, qu'il a sous-estimé l'autre partie. Qu'il pensait la femme silencieuse faible, alors qu'en fait, elle ne faisait que rassembler des preuves. C'était étrange de se sentir si calme. Ce n'était pas de la haine, c'était une sérénité presque sacrée, comme quelqu'un qui sait que son destin est déjà écrit et qui n'a plus qu'à attendre que la page se tourne. Je l'ai traité avec une délicatesse mesurée, et cela l'a troublé. Il semblait se demander si je lui avais pardonné ou si quelque chose de plus grave se tramait. Cette incertitude le rongeait, et c'était, plus que n'importe quelle parole, le premier pas vers la justice. Autour de nous, les gens ont commencé à remarquer des fissures. Un ami a remarqué que j'étais différent, avec une force nouvelle dans mon regard. Un autre a dit que ma voix semblait plus ferme. Et j'ai souri, car ce n'était pas seulement de la force, c'était de la lucidité. La douleur s'était transformée en sagesse. Et avec elle est venu quelque chose d'inattendu. Une sorte de compassion froide, la compréhension que toute punition n'implique pas la violence. Parfois, il suffit de laisser l'autre se noyer dans son propre reflet. La nuit précédant ce qui allait arriver fut particulièrement silencieuse. Il dormait, et je restais éveillé, observant les contours de la maison dans la pénombre. Chaque objet semblait témoigner de ce qui allait se passer. Le vase que nous avions acheté ensemble, le tableau qu'il avait choisi, les rideaux que j'avais cousus moi-même. Tout là-bas racontait une histoire qui allait changer de sens. En fermant les yeux, j'ai vu l'avenir par éclairs, des visages surpris, des mots prononcés à voix haute, une vérité qui résonnerait au-delà de nous. Et j'ai compris que ce qui était en jeu n'était pas seulement mon mariage, mais ma propre histoire. La chance d'être enfin l'auteur de ma propre histoire. L'aube est arrivée comme un souffle retenu. Et tandis que la lumière filtrait à travers les fissures, j'ai compris qu'il y a des moments où le silence précède non pas la fin, mais la renaissance. Et que ce qui vient après la chute n'est jamais une destruction, mais une révélation. Et la mienne allait commencer. Le jour J arriva sans prévenir. Aucune annonce, aucun présage. Juste les bruits ordinaires de la vie, le moteur de la voiture qui démarrait tôt, le bruit de la douche, l'odeur du café. Il partit avec la confiance de quelqu'un qui croit que le monde continue de tourner sur le même axe. Et peut-être, pour lui, c'était le cas. Mais pour moi, le temps avançait déjà dans une autre direction, lentement, avec précision, comme l'aiguille d'une horloge marquant l'instant précis précédant l'impact. J'ai passé la matinée en silence, à examiner les détails. Les messages, les plannings, les captures, tout était organisé avec un ordre impeccable. Non par dépit, mais par respect pour ma propre souffrance. Chaque dossier prouvait que j'étais resté éveillé pendant qu'il dormait dans le mensonge. Que, tandis qu'il croyait au déguisement, je brodais patiemment la vérité. La pièce était dressée comme une scène. La lumière naturelle filtrait à travers les rideaux, les fleurs sur la table, le parfum du jasmin flottait dans l'air. Tout semblait ordinaire et justement pour cette raison, parfait. La maison a ce pouvoir de dissimuler l'abîme. Les murs recèlent des secrets, mais ils témoignent aussi de révolutions silencieuses. Tandis que l'horloge tic-tac, je sentais mon cœur battre au rythme parfait du plan. Ni vite, ni lentement. Juste comme il faut. L'invitation à dîner était son idée. Il faut qu'on se reconnecte, dit-il d'une voix douce et répétée. Et j'acceptai, avec un sourire qu'il prit pour un abandon. Il ignorait que le pardon n'est parfois qu'un déguisement de la justice. Je dressai la table, servis son vin préféré, et chacun de mes gestes était une réplique du texte final. Le soir s'annonça calme, mais l'air était déjà chargé d'une vibration presque électrique, comme avant un orage. Les premiers invités arrivèrent, collègues, vieux amis, le beau-frère bavard. Tous riaient, parlaient fort, trinquaient à l'amour et à la fidélité, ignorant que la vérité rôdait parmi eux, déguisée en calme. Ils parlaient de moi avec une fausse fierté, répétant des histoires toutes faites, et chaque mot s'abattait comme du verre sur le point de se briser.
Je regardais, immobile, comme si je contemplais mon passé pour la dernière fois. Quand le moment fut venu, le silence s'installa de lui-même. Il suffisit d'effleurer la télécommande. Le son cessa. Les voix se turent. L'écran s'illumina. Et ce qui n'était qu'un soupçon devint une image. Son visage, son nom, les mots tapés négligemment. Pas de cri. Pas d'explication. Juste le reflet brutal de ce qu'il était devenu. Les minutes qui suivirent s'éternisèrent comme des siècles. Les invités échangèrent des regards gênés, leurs verres tremblants dans leurs mains. Lui, pâle, essaya de parler, mais le son sembla s'estomper. Et moi, de l'autre côté, je restais ferme, sans larmes, sans sourire, simplement présente. Il y avait de la force à ne pas réagir. Il y avait de la dignité à garder le silence tandis que la vérité accomplissait ce que je n'avais plus besoin de faire. Se révéler. Quand l'écran s'éteignit, le poids s'abattit sur lui comme une pluie battante. La pièce sentait la honte, et le vin, autrefois sucré, avait un goût amer. Un de ses amis tenta de changer de sujet, mais c'était trop tard. L'image avait déjà fait son effet. Il essaya de tendre la main, de toucher la mienne, mais je ne reculais que d'un pas. Infime. Suffisant. La distance entre nous, désormais, était l'abîme qu'il avait lui-même creusé. Cette scène n'était pas un triomphe, c'était une libération. Il n'y avait aucun plaisir à le voir humilié, mais la paix était de savoir que le cycle se refermait devant témoin. C'était la confirmation que le silence, bien utilisé, est plus dévastateur que n'importe quel cri. Après le départ de tous, le bruit de la porte qui se refermait fut le premier signe d'un nouveau départ. La maison sembla pousser un soupir de soulagement. Assis sur le canapé, il marmonnait des excuses muettes. Debout, je le regardais avec le regard de quelqu'un qui comprend enfin. Il ne s'agit pas de pardonner à l'autre, mais de ne pas se trahir. Je me suis approché de la fenêtre. La rue était silencieuse, éclairée par la lune qui brillait à travers la cime des arbres. Dehors, la vie continuait, lointaine, indifférente, pure. J'ai senti l'air frais me caresser le visage et j'ai réalisé que, pour la première fois depuis longtemps, je ne portais plus rien. Ni colère, ni peur. Juste un espace pur en moi, prêt à être rempli de nouveautés. Derrière moi, il continuait à tenter de justifier l'injustifiable. Paroles brisées, promesses tardives, gestes répétés. Tout sonnait creux. Ce qui avait existé entre nous n'était plus que souvenir et le souvenir, lorsqu'il perd son lien avec l'amour, devient un simple témoignage. Un portrait que nous conservons non par nostalgie, mais par respect pour notre propre histoire. Avant de quitter la chambre, j'ai jeté un dernier coup d'œil au lit. Les draps impeccables, le double oreiller. C'était étrange comme même la scène d'amour pouvait paraître si froide après la vérité. J'ai éteint la lumière, et dans cette obscurité silencieuse, j'ai senti l'écho d'une nouvelle certitude. Le monde, enfin, s'est remis à tourner à mon rythme. Mais à chaque rotation, il me rappelait. Pour renaître, il faut laisser mourir quelque chose, même si cette chose porte notre nom. Le couloir m'a semblé plus long cette nuit-là, comme si le temps voulait me tester une dernière fois. Et j'ai continué à marcher, d'un pas lent, sûr et ferme. Car il y a des adieux qui n'ont pas besoin de mots, juste du courage de ne pas se retourner. Et pourtant, au fond de moi, quelque chose me disait que l'histoire n'était pas terminée. Que le véritable dénouement ne serait ni ce dîner, ni sa chute. Ce qui allait suivre, je l'ignorais encore, mais pour la première fois, je voulais le découvrir. Le lendemain matin, un silence différent régnait. Ce n'était plus le même vide qu'avant, celui qui faisait mal, qui pesait. C'était un silence léger, presque lumineux, comme si la maison poussait un soupir de soulagement après une si longue apnée. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux avec une délicatesse qui semblait nouvelle. Et pour la première fois depuis longtemps, je la laissais entrer. J'ai fait du café. Son parfum s'est répandu dans la cuisine comme une étreinte. Il y avait quelque chose de symbolique dans ce simple geste. La tasse dans mes mains, la vapeur qui montait lentement, la conscience que la vie continuait. Chaque gorgée semblait effacer l'amertume qui l'habitait autrefois. Il n'était plus là, et même s'il l'était, il n'avait plus de place en moi. J'ai découvert que la fin de l'amour n'est pas la fin de tout. Parfois, c'est juste le moment précis où la dignité décide de naître. En regardant par la fenêtre, je pensais à toutes les femmes qui, comme moi, se sont réveillées dans des lits vides, croyant que le vide était une punition. Mais maintenant, je savais, le vide est juste l'espace dont la vérité a besoin pour s'épanouir. Et cette prise de conscience change tout. Elle réorganise le cœur, éclaircit le regard, redresse la posture.
C'est lorsque le corps, l'esprit et l'âme s'accordent enfin. Il n'a jamais été question de lui, mais de moi. Les jours suivants, la ville avait changé. Les rues, autrefois répétitives, avaient désormais des couleurs. Des gens, auparavant invisibles, avaient des histoires que je voulais entendre. Je suis retourné au travail avec plus de calme, plus de concentration, et sans cette angoisse de devoir prouver ma valeur. J'ai découvert que je n'avais plus besoin de crier pour être entendu. Il me suffisait d'exister sincèrement. Et cela, en soi, est un acte révolutionnaire. Je rencontre encore des regards curieux, des murmures de ceux qui ont vu ou entendu ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais je n'ai aucune honte. J'ai de la force. Car ce à quoi tu m'as exposé n'était pas un scandale, c'était du courage. Et le courage, né du silence, porte une force que personne ne peut effacer. Parfois, je rencontre des gens qui me demandent comment j'ai fait. Et je souris, car il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a que ce moment où l'on comprend que rester le même est le plus grand risque. Que rester le même est souvent la mort la plus lente. Alors, le choix devient simple, même douloureux. Et, au fond, c'est ce choix qui nous sauve. Il a essayé de me contacter par la suite. De longs messages, des promesses répétées, un regret empli de phrases répétées. Mais le regret de quelqu'un pris au piège n'est pas un regret, c'est de la peur. Et la peur ne reconstruit jamais ce que les mensonges ont détruit. Je n'ai répondu qu'une seule fois. Prends soin de ta conscience. La mienne, enfin, dort en paix. Après cela, le silence a parlé pour moi. Aujourd'hui, en passant devant le miroir, je vois une femme différente. Les rides persistent, les cheveux gris me hantent toujours, mais il y a quelque chose de différent dans son regard. Un calme qui n'était pas là. Une certitude qui n'était autrefois qu'intuition. J'ai appris que la maturité ne consiste pas à tout accepter, mais à savoir ce qu'il ne faut plus jamais accepter. Et que la dignité est une forme de beauté que le temps n'efface pas. Je porte des cicatrices, oui. Mais elles sont plus vivantes que n'importe quel souvenir d'amour parfait. Car chaque blessure m'a appris à reconnaître le son de ma propre force. Le son de quelqu'un qui se relève après une chute, de quelqu'un qui parle après un silence, de quelqu'un qui choisit d'exister sans complexe, pour être entier. Et c'est peut-être pour cela que je partage cette histoire. Non pas par vengeance, mais par reconnaissance. Car si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez peut-être vécu quelque chose de similaire. Peut-être avez-vous aussi ressenti le poids d'aimer quelqu'un qui vous a rabaissé. Et si oui, que ce soit le moment où quelque chose en vous s'éveille. Puissiez-vous comprendre que chaque douleur porte en elle la graine d'un nouveau départ. Il suffit de courage pour la faire germer. Savourez ce moment, s'il vous a touché, non pas comme un simple spectateur, mais comme quelqu'un qui le reconnaît. Car les histoires comme la mienne ne parlent pas de la fin de l'amour, mais du début du respect. Et c'est à ce moment-là que tant de gens choisissent de rester, non pas à cause de moi, mais à cause de l'écho que la vérité laisse en chacun. Aujourd'hui, quand on sonne à la porte, je n'ai plus peur de l'inattendu. J'ai appris que rien ne peut être pire que ce que j'ai déjà enduré. La vie continue de frapper à la porte, et maintenant, quand je l'ouvre, c'est moi que je découvre, entière, éveillée, libre. Et s'il y a une chose que je souhaite à ceux qui m'écoutent, c'est qu'ils s'autorisent eux aussi à ouvrir leurs propres portes. Qu'ils n'attendent pas que le monde répare ce qu'ils ont brisé. Qu'ils reprennent ce qui leur appartient, le silence, le temps, la paix. Parce que la vraie fin heureuse n'est pas celle qui se termine avec quelqu'un d'autre. C'est celle qui commence avec nous.